Après la mort de mon père, ma mère m'a confié à l'adoption, faisant passer son nouveau mari et sa belle famille avant moi. Mes parents adoptifs m'ont soutenu jusqu'à la réussite, et aujourd'hui, à l'approche de mon mariage, ma mère souhaite renouer avec moi. Je suis ta mère, dit-elle. Alors je lui ai répondu ceci. Je m'appelle Helen Anderson. J'ai grandi en pensant faire partie de l'archétype de la famille américaine idéale. Nous n'étions pas riches, du moins au début, mais nous étions heureux, papa, maman et moi, installés dans notre toute première maison modeste. Mon père, James Anderson, était l'homme le plus travailleur que j'ai jamais connu. Il avait bâti son entreprise de transport à partir de rien, débutant avec seulement 2 camions, puis, petit à petit, il l'avait transformé en une société florissante. Je me souviens qu'il rentrait parfois couvert de cambouis, car, les premières années, il tenait à entretenir lui-même ses camions. Ma mère s'appelait Sarah enfin, j'ai désormais du mal à l'appeler ainsi. À cette époque, elle était gérante de restaurant, compétente dans ce rôle, quoique toujours en train de s'en plaindre. Un jour, James, disait-elle pendant le dîner en jouant avec sa fourchette, je voudrais enfin devenir une vraie femme au foyer. Toutes ces nuits à finir tard me tuent. Papa lui souriait, lui caressait la main et lui promettait qu'elle pourrait arrêter de travailler très bientôt. Il a tenu parole, lorsque j'avais 9 ans, les affaires de papa ont véritablement décollé, il a obtenu des contrats importants et, soudain, nous avons déménagé dans une superbe maison à 2 étages, située dans un des plus beaux quartiers de la ville. J'avais ma propre chambre, immense et inondée de lumière, avec vue sur notre jardin. Je l'ai décorée à ma façon, murs lilas pâle, guirlandes lumineuses partout et une grande bibliothèque que papa avait fabriquée de ses propres mains. Il avait consacré tout un week-end à sa construction, maugréant pendant des heures, mais rayonnant de fierté quand il l'a terminée. Maman a quitté son emploi peu après notre emménagement, comme elle en avait toujours rêvé. Mais au lieu de s'occuper de la maison comme elle l'affirmait, elle y était rarement présente, toujours sortie, que ce soit pour déjeuner avec ses amis, faire du shopping, ou prolonger ses après-midi dans un salon de beauté. Cela n'avait pas l'air de déranger papa, trop pris par son entreprise, mais il trouvait toujours du temps pour moi. Chaque dimanche était notre moment privilégié, une glace ensemble, et il écoutait chacun de mes récits d'école, comme si c'étaient les histoires les plus merveilleuses du monde. La dernière fois que nous avons partagé une glace, c'était juste avant mes 11 ans. Il faisait un beau jour de printemps. Papa me confia qu'un de ses chauffeurs était malade et qu'il devrait prendre la route lui-même. Comme au bon vieux temps. Dit-il en finissant sa glace. Je peux venir avec toi, ai-je demandé, excité à l'idée d'une aventure en tête-à-tête. Il a ri et m'a ébouriffé les cheveux, pas cette fois, princesse. Ce n'est qu'un aller-retour pour la nuit. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Je me souviens l'avoir serré très fort dans mes bras ce soir-là. Je t'aime, papa, ai-je murmuré sans savoir que ce serait la dernière fois. Le lendemain, il est parti avant l'aube. Maman dormait encore, donc c'est Maria, notre nounou, qui lui a préparé son café et son déjeuner. Je l'ai entendu démarrer le camion et quitter l'allée. C'était la dernière fois que je voyais mon père vivant. L'appel est arrivé à 3h47 du matin. Je m'en souviens précisément, car j'étais éveillé, incapable de dormir à cause d'une étrange appréhension. J'ai entendu le hurlement de maman suivi d'un bruit de fracas, sans doute sa lampe de chevet. Les heures suivantes sont floues dans ma tête. Des policiers dans notre salon, Maria qui me serrait contre elle, maman qui allait et venait en passant des coups de fil. Des mots comme « collision massive » et « mort sur le coup » flottaient autour de moi tels des papillons noirs. Le camion de papa s'était encastré dans une semi-remorque en travers de l'autoroute. On nous a dit qu'il n'avait pas souffert comme si cela offrait la moindre consolation. Rien ne pouvait m'apaiser. Rien ne pouvait me rendre mon père. Les funérailles sont une brume dans ma mémoire. Je me souviens avoir fixé le cercueil fermé, incapable de croire que papa y était. Maman offrait le spectacle de la douleur, pleurant à grands cris et se jetant presque sur le cercueil. Avec le recul, je comprends à quel point tout cela semblait théâtral, mais à 11 ans, je croyais que c'était ainsi que les adultes traversaient leur deuil. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré, pour la première fois, l'oncle Robert et la tante Patricia. Ils m'ont paru étrangers, pourtant l'oncle Robert avait les mêmes yeux que mon père, avec cette expression douce au coin des paupières alors qu'il tentait de me sourire à travers ses larmes. Il s'est agenouillé pour se mettre à ma hauteur, « Je suis le frère de ton père. Je suis désolé que l'on se rencontre dans ces circonstances. Pourquoi est-ce qu'on ne s'était jamais vu avant, ai-je demandé, avec la franchise des enfants.
Une ombre est passée sur son visage. Ton père et moi, nous nous sommes disputés il y a longtemps, mais rien de tout cela n'a d'importance à présent. J'étais venu dire adieu à mon petit frère. Après les obsèques, le deuil de maman s'est évaporé comme la rosée au soleil. En quelques semaines, elle rencontrait les avocats de papa, prenait la tête de son entreprise et agissait comme si elle connaissait quoi que ce soit à la gestion d'une société de transport. Elle lançait des termes comme « restructuration » et « modernisation ». Mais tout le monde voyait bien qu'elle improvisait. Je passais alors le plus clair de mon temps avec Maria, qui secouait la tête d'un air navré, chaque fois que maman rentrait les bras chargés de sacs venant des boutiques de luxe. « Ta mère dépense l'argent comme s'il coulait de source », murmurait Maria en préparant mon déjeuner. Et ces pauvres chauffeurs qui n'ont pas été payés correctement depuis des semaines. Elle avait raison. Les employés de papa sont partis un à un, des hommes et des femmes fidèles, certains lui étant restés depuis le tout début. Je connaissais leurs noms, leurs visages. Ils m'apportaient parfois de petits cadeaux de leur tournée. Désormais, ils quittaient tous le navire, incapables de faire vivre leur famille avec des promesses. 6 mois après la mort de papa, maman a vendu le reste de l'entreprise pour une misère. Elle se félicitait d'avoir fait un excellent choix d'affaires, mais tout le monde savait qu'elle avait ruiné l'œuvre de toute une vie. Après la vente, elle était pratiquement absente de la maison, toujours partie quelque part, et je passais l'essentiel de mes journées avec Maria, qui s'est mise à m'enseigner l'espagnol en prédisant que cette langue me serait utile, un jour. Après l'école, j'allais souvent à la bibliothèque, c'était mieux que de rentrer dans une maison vide. Quand maman rentrait enfin, c'était tard, parfois avec des relents de vin, me prêtant à peine attention. « Oh, tu es encore debout » disait-elle, comme surprise de me trouver là. Puis elle filait dans sa chambre, et je ne la revoyais pas avant le lendemain soir, si je la voyais du tout. Un soir de dimanche, alors que je faisais mes devoirs à la cuisine, la porte s'est ouverte en claquant, maman est rentrée en riant comme une adolescente, accompagnée d'un inconnu. « Hélène, chérie. Viens rencontrer Richard » a-t-elle lancé d'une voix faussement enjouée. Richard était grand, tiré à 4 épingles dans un costume qui paraissait malgré tout bon marché. Il m'a adressé un sourire forcé. « Hélène » a continué maman en s'accrochant à son bras comme si elle coulait, « Richard et moi, nous nous sommes mariés le week-end dernier. C'est ton nouveau père. Nous allons reformer une vraie famille. » J'avais déjà une vraie famille, ai-je répliqué d'une voix tremblante. J'ai déjà un père. Le sourire de Richard a disparu d'un coup. Écoute, jeune fille, a-t-il grondé. Ta mère et moi sommes mariés maintenant. Il va falloir accepter et nous montrer du respect. Vous n'êtes pas mon père, me suis-je écrié. Vous ne le serez jamais. Tu vois ce que je veux dire, lança Richard à maman. Elle a besoin d'être remise à sa place. Mais l'arrivée de Richard n'était que le début. Une semaine après, sa mère Gloria, sa sœur Janet, ainsi que sa nièce de 12 ans, Madison, s'installaient aussi chez nous. Ils ont investi la maison comme une troupe d'occupants, changeant la déco et repositionnant les meubles que mes parents avaient choisis ensemble. Maman n'y a vu aucun problème. Elle est devenue inséparable de Janet, multipliant les virées shopping et les commérages, tandis que Gloria a pris la tête de la cuisine, critiquant systématiquement les plats de Maria jusqu'au jour où maman l'a renvoyée. J'ai ainsi perdu la seule personne qui se préoccupait encore de moi. Puis le coup de grâce est arrivé. Un jour, j'ai retrouvé Madison dans ma chambre, celle que papa avait personnalisée, avec ses murs mauves et ses guirlandes. « Que fais-tu là » ai-je exigé. « Tante Sarah a dit que je pouvais avoir cette chambre » a répondu Madison d'un ton suffisant. « Elle est bien plus grande que la chambre d'amis, et j'ai besoin de place pour toutes mes affaires. »« Sors !»« C'est ma chambre » ai-je hurlé, la colère me gagnant en la voyant jeter mes livres hors des étagères. « Maman dit que tu dois aller dans la petite chambre au bout du couloir. » J'ai craqué. Je me suis jeté sur Madison, nous nous sommes battus, bras et jambes emmêlés, tirage de cheveux, griffures et cris. Bien sûr, je reprends à la phrase, Richard et maman sont à Rive. Et poursuis la réécriture adaptation professionnelle en français de la suite du texte. Voici la continuation. Richard et maman sont arrivés en courant et nous ont séparés de force. Hélène. Tu n'as pas honte, s'est écriée maman, furieuse. Va tout de suite dans ta nouvelle chambre. Non. Cette chambre, c'est la mienne, elle me revient de droit, c'est papa qui me l'a donnée. Richard m'a alors saisi brutalement par le bras. Ton père est mort, a-t-il grondé entre ses dents.
Maintenant c'est chez moi, et tu feras ce qu'on te dit de faire. Ils m'ont enfermé dans la minuscule chambre d'amis pendant 2 jours, ne me laissant sortir que pour aller à l'école ou aux toilettes. Le reste de mes affaires était entassé dans des cartons dans un coin, et la bibliothèque construite par mon père avait été jetée à la benne. À travers les murs, j'entendais Madison mettre la musique à fond dans ce qui était autrefois ma chambre, tandis qu'en bas, maman riait avec Janet comme si tout était normal. Quelques semaines après l'incident de la chambre, alors que je me rendais à la salle de bain tard dans la nuit, j'ai surpris une discussion à voix basse, venant du rez-de-chaussée. Silencieusement, je suis monté au sommet de l'escalier, restant dans l'ombre pour écouter ce qui se disait. « Cette petite devient vraiment ingérable », disait Richard d'un ton sec. « Elle perturbe totalement notre harmonie familiale. Est-ce que tu as déjà envisagé de la placer ailleurs ?» Mon cœur s'est arrêté net. « Placer ailleurs ? Tu veux dire, l'adoption ?» demanda maman, et son ton pensif m'a glacé le sang. « Je suppose que ça pourrait se faire. Elle est encore assez jeune. » Ce serait mieux pour tout le monde, ajouta Janet. Madison a peur depuis l'altercation et, franchement, elle n'a plus sa place ici. Je suis retourné en courant dans ma chambre, la gorge nouée. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller, me répétant qu'il ne pouvait pas être sérieux. Maman ne pouvait pas tout simplement m'abandonner. Elle n'en serait pas capable. J'ai enfoui cet échange au plus profond de mon esprit, tentant de croire que ce n'était que des paroles en l'air. 2 mois plus tard, c'était mon 13e anniversaire. Je n'attendais pas grand-chose, on ne fêtait plus jamais mes anniversaires depuis que papa était parti. Mais, à ma grande surprise, l'oncle Robert et la tante Patricia se sont présentés à la porte. « Joyeux anniversaire, Hélène !» s'est exclamé mon oncle en me serrant chaleureusement dans ses bras. Son regard s'est assombri quand Richard nous a ignorés ostensiblement en passant à côté de nous. Maman avait organisé un dîner improvisé, sans doute gênée que le frère de papa la voie ainsi. La tension autour de la table était palpable, presque suffocante. Puis maman s'est raclé la gorge. « En fait, Robert, Patricia, je suis contente que vous soyez là. Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Sa voix m'a glacé. « Hélène n'est pas heureuse ici », a-t-elle continué sans croiser mon regard. « Et pour être honnête, nous non plus. Elle ne s'intègre pas à notre nouvelle vie de famille. J'ai décidé de la faire adopter. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Cette conversation surprise, que j'avais entendue des semaines plus tôt, n'était donc pas un simple scénario cauchemardesque. « Puisque vous n'avez jamais eu d'enfant », a poursuivi maman d'un ton faussement détaché, comme si elle parlait de la météo, « peut-être voudriez-vous l'accueillir. Sinon, je chercherai une autre famille. » La pièce s'est mise à tourner. Je n'arrivais plus à respirer. Me donner, le jour même de mon anniversaire ? La chaise de mon oncle racla le sol brutalement, tombant presque à la renverse. « Nous allons la prendre avec nous, » tonna-t-il, rouge de colère. « Et toi, Sarah, tu es la mère la plus méprisable qu'il m'ait été donné de rencontrer. Comment oses-tu » Richard tenta de se lever, mais un regard noir de mon oncle le força à se rasseoir, penaud. « Patricia, aide Hélène à préparer ses affaires. Nous partons maintenant. » La tante Patricia m'a enveloppé dans ses bras et nous sommes montés à l'étage. Nous avons rassemblé mes vêtements et mes maigres effets dans des sacs. Je sanglotais tellement que je voyais à peine. « Tout ira bien, ma chérie », murmurait Patricia, inlassablement rassurante. « Tu es à nous, maintenant. » J'ai quitté la maison sans adresser un seul adieu à maman. Elle ne m'a pas retenu, n'a même pas essayé d'esquisser un geste vers moi. En refermant la portière, la dernière chose que j'ai entendue fut la voix de Madison demandant à s'installer dans « ma nouvelle chambre ». La transition n'a pas été facile. Souvent, je me réveillais dans ma nouvelle chambre chez Robert et Patricia, confuse, désorientée. Mais chaque matin, l'odeur du café et du bacon de ma tante me rappelait où j'étais, chez moi, dans ce qui allait vite devenir mon vrai foyer. L'adoption a été rapide. Ma mère biologique a signé son désistement sans hésiter, ce qui m'a blessé sur le moment, mais s'est avéré un soulagement par la suite. Robert et Patricia sont devenus légalement mes parents, une formalité qui confirmait ce que je ressentais déjà dans mon cœur. « Hélène », m'a dit un matin mon oncle pendant le petit déjeuner, « nous t'avons inscrite à Riverside Prep. C'est une meilleure école, nous sommes sûrs qu'elle va te plaire. » Il avait raison, sans la tension permanente de mon ancienne vie, mes résultats se sont améliorés, et mes professeurs s'en sont vite aperçus, tout comme mes nouveaux parents,
présent à toutes mes pièces scolaires, à chaque remise de prix, à chaque réunion parents-prof. Il m'encourageait à tout essayer, piano, club de débat, camp d'été scientifique, bénévolat au refuge animalier. Toujours présent, investi, avec un amour réel qui ne se comptait pas qu'en argent. Peu à peu, la douleur de l'abandon s'est estompée, remplacée par la douce certitude d'être profondément aimé. J'ai arrêté de penser à ma première mère, d'imaginer si, parfois, j'effleurais son esprit. Ma nouvelle vie était désormais trop remplie, trop joyeuse pour laisser ces vieilles blessures influencer mon bonheur. À la remise des diplômes du lycée, j'avais le fan club le plus bruyant de toute la salle, Robert et Patricia évidemment, mais aussi toute leur famille élargie qui m'avait accueilli comme l'une des leurs. Nous avons une surprise pour toi, m'a glissé la tante Patricia lors de mon dîner de graduation. Nous avons épargné depuis le jour où tu es arrivé, pour tes études. Ils avaient assez mis de côté pour m'envoyer dans l'université de mon choix. J'ai choisi la business school de la fac d'État, espérant me spécialiser en gestion financière. L'université a été une révélation. Je me suis jeté à corps perdu dans mes études, déterminé à rendre mes parents fiers. Au cours de mon stage de 3e année chez Goldman Sachs, la tante Patricia a mentionné avoir croisé ma mère biologique au supermarché. Elle a un fils, maintenant. M'expliqua-t-elle, surveillant ma réaction. Ils vivent toujours dans l'ancienne maison de ton père avec la famille de Richard. Je n'ai ressenti qu'une légère curiosité distraite. Cette villa m'apparaissait désormais comme un vieux film brouillé. Après mes études, j'ai décroché un poste chez Morgan Stanley. Mon premier salaire dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé à la sortie d'école. Le premier jour où je l'ai touché, je suis allé acheter au bijoutier un nouveau bracelet-montre pour Robert, qui portait encore toujours son vieux modèle défraîchi, et un collier de perles dont Patricia rêvait depuis l'an dernier. Quand je leur ai offert ces cadeaux, la tante Patricia a fondu en larmes et mon oncle avait la main tremblante en mettant sa montre. « Tu n'aurais pas dû dépenser autant pour nous » a-t-il soufflé ému. « Pour qui d'autre pourrais-je le faire » ai-je répondu en les serrant contre moi. « Vous êtes mes parents. C'est à vous que je dois tout ce que je suis. » 6 années ont filé après l'université. J'ai gravi les échelons chez Morgan Stanley, décrochant promotion sur promotion jusqu'à diriger ma propre équipe. Chaque succès avait un goût plus doux, car je le partageais avec mes parents Robert et Patricia, que j'appelais désormais sans hésiter, papa et maman. D'abord est venu l'appartement, un joli 2 pièces dans un quartier calme. Maman m'a aidé à la déco, papa a épluché tous les contrats avant la signature du prêt immobilier. Puis il y a eu Michael. Au bout d'1 an, il m'a demandé de l'épouser lors d'un week-end à la plage. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Maman a pleuré de bonheur, papa a soulevé Michael dans une accolade d'ours, bienvenue dans la famille, fiston, a-t-il lancé, plein d'émotion. Nous nous sommes lancés dans l'organisation du mariage. Maman et moi avons fait le tour des fleuristes et des pâtisseries durant des samedis entiers, tandis que papa et Michael déchiffraient les tableaux Excel du budget et négociaient avec les traiteurs. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message sur Facebook. Hélène, ma chérie, j'ai appris pour ton mariage. Je sais que ça fait longtemps, mais je reste ta mère. J'ai changé et je voudrais réparer les choses. Laisse-moi participer à ce grand jour. Tu m'as tellement manqué. Ma main tremblait en lisant ces mots. J'ai aussitôt appelé maman. Quand je lui ai parlé du message, elle a baissé la voix, j'ai aperçu Sarah hier au supermarché. Elle n'a même pas demandé de tes nouvelles. Mais dès que j'ai mentionné ton succès et ton mariage à venir, ses yeux se sont allumés, et, ça ne m'a pas plu. Maman a hésité à ajouter, il y a autre chose. La nièce de Richard, Madison, est tombée enceinte, s'est mariée à un bon à rien, et toute sa famille est revenue vivre dans la vieille maison. Dans le magasin, Sarah s'est plainte à voix haute de ses soucis d'argent. Un froid m'a envahi. Voilà donc la raison de cette soudaine sollicitude, elle voulait de l'aide financière. Je suis resté longtemps face à son message, hésitante. Tous les souvenirs sont revenus, la chambre qu'elle m'avait arrachée, l'anniversaire où elle m'a sacrifié, les années de silence où elle n'a jamais cherché à me revoir. Finalement, j'ai écrit. Sarah, soyons clairs. Tu n'es plus ma mère. Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as donné. J'ai des parents qui m'aiment inconditionnellement, chose dont tu n'as jamais été capable. Je ne veux pas de toi à mon mariage. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Ne me contacte plus. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai immédiatement bloqué son compte. Mes mains étaient stables.
Ma tête, enfin libérée. Je me suis sentie plus légère, débarrassée d'un poids que je ne savais même pas porter. Le matin de mon mariage était radieux. Les parents de Michael avaient loué le domaine Mason Cake, un lieu somptueux, manoir victorien entouré de jardins splendides. J'étais dans la suite nuptiale avec maman quand on a frappé à la porte. Mademoiselle Anderson, demanda un agent de sécurité, mal à l'aise. Je suis désolé de vous déranger, il y a des gens à la grille qui insistent pour vous voir. Un homme, une femme et un adolescent. Mon cœur s'est figé. Je savais déjà de qui il s'agissait. Je m'en occupe, ai-je dit tout en redressant mon voile. Tu n'y es pas obligé, souffla maman, mais j'ai hoché la tête. Si, il le faut. Il faut que ce soit définitivement réglé. Je suis sorti, foulant d'un pas déterminé les dalles menant à l'entrée. Et là, derrière le portail, se tenaient Sarah, Richard, et un adolescent sans doute mon demi-frère, qui avait presque le même regard que Madison. Hélène, s'écria Sarah en apercevant ma robe blanche, se cramponnant au barreau. Comment peux-tu ne pas inviter ta propre mère à ton mariage? Laisse-nous entrer tout de suite. Je l'ai observée un moment. Elle avait vieilli, plus que je ne l'aurais cru. Sa tenue chic datait d'une autre saison, son maquillage était trop appuyé, ses cheveux avaient besoin d'attention. Richard paraissait amaigri, fatigué, vêtu d'un costume bas de gamme loin de l'image qu'il voulait donner autrefois. C'est Richard qui devrait te mener à l'hôtel, lança Sarah, la voix stridente. Il est ton père. Ça m'a fait rire, un vrai rire, clair, sincère, qui a retenti dans l'allée. Mon père? Celui qui m'a enfermé 2 jours dans une chambre pendant que tu m'abandonnais? Celui qui t'a aidé à me rejeter? Nous sommes ta famille, supplia Sarah, la voix brisée. Tu ne peux pas simplement faire comme si nous n'existions pas, regarde-toi. Cette grande fête, ce beau travail, ces beaux habits, et nous, on peine à joindre les 2 bouts. Nous sommes noyés dans les dettes, et toi tu joues à la princesse. Voilà enfin la véritable raison de sa venue, l'argent. Je ne joue à rien, ai-je répondu froidement. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Et soyons clairs, vous n'êtes pas ma famille. Vous avez renoncé à ce droit il y a des années. Mes parents sont ici, dans cette maison. Ce sont eux qui m'ont élevé, soutenu et aimé sans condition. Sarah fulminait, comme hors d'elle. On t'a tout donné. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai coupé net. Tu veux dire m'avoir traité comme un fardeau? M'avoir volé ma chambre, mon foyer, mon enfance? Voilà ce que vous avez fait pour moi. Je me suis tourné vers les agents de sécurité. Ces personnes n'ont rien à faire ici. Veuillez les raccompagner hors de la propriété. Elles ne sont pas invitées. Tu n'as pas le droit de faire ça, hurla Sarah alors que les agents s'avançaient. Je suis ta mère. Non. Ai-je répliqué d'une voix ferme. Tu es juste la femme qui m'a donné la vie. Il y a une grande différence. J'ai tourné le dos à ses cris, la tête haute, et je suis retourné vers la suite nuptiale. Maman m'attendait, inquiète. Ça va, ma chérie? J'ai respiré profondément et, un sourire sincère sur les lèvres, j'ai répondu. Tu sais. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Ce chapitre est vraiment clos. On a de nouveau frappé à la porte. Papa a passé la tête. Prête, princesse? Je me suis regardé une dernière fois dans le miroir, rajustant mon voile. La femme en face de moi n'était plus la petite fille effrayée de jadis. J'étais forte, accomplie, et aimée, vraiment aimée. Je suis prête, ai-je dit en prenant le bras de papa. La marche nuptiale a résonné tandis que nous avancions dans l'allée. Michael m'attendait à l'hôtel, radieux, les yeux brillants de larmes. Les invités se sont levés tandis que papa me menait jusqu'à lui. C'était exactement comme il se devait, l'homme qui m'avait appris à conduire, qui m'avait soutenu dans mes études et montré ce qu'est réellement l'amour d'un père, était là, à mes côtés. La cérémonie était parfaite. Michael et moi avons échangé nos vœux sous un ciel bleu, entouré de fleurs et des gens qui nous aimaient vraiment. Lorsqu'il m'a embrassé pour la première fois en tant qu'épouse, les applaudissements ont éclaté tout autour de nous. La fête a continué jusque tard dans la nuit. Papa a prononcé un discours qui a fait pleurer tout le monde, puis rire aux éclats en racontant mes mésaventures étudiantes. J'ai dansé avec papa pendant que maman partageait une valse avec Michael, impossible d'effacer mon sourire. Cela fait 6 mois maintenant.
Michael et moi revenons tout juste de notre lune de miel en Grèce, et la vie a trouvé un bel équilibre. Parfois, les gens me demandent qui sont mes vrais parents, et je réponds sans la moindre hésitation. Mes vrais parents sont ceux qui m'ont choisi. Ceux qui ont fait de moi la personne que je suis, qui m'ont aimé sans compter et ne m'ont jamais abandonné. Je n'ai aucune idée de ce qu'est devenue Sarah ou sa famille après le mariage et, honnêtement, cela m'est égal. J'ai entendu dire qu'ils avaient dû vendre l'ancienne maison de papa, mais ce n'est plus mon affaire. Ce chapitre est clos. Mon histoire ne parle pas de trahison ou d'abandon, mais de famille trouvée. De ceux qui vous aiment, non pas par obligation, mais par choix. C'est apprendre à choisir le bonheur plutôt que l'amertume, le pardon plutôt que la colère, à aller de l'avant au lieu de regarder en arrière. Aujourd'hui, je suis Hélène Anderson. Monsieur, je n'ai jamais été aussi heureuse de la tournure de ma vie. Chaque matin, je me réveille auprès d'un homme qui m'aime sincèrement, et chaque dimanche, nous partageons le dîner avec mes parents, ceux qui m'ont choisi et ne m'ont jamais laissé tomber.